Salut à toutes les âmes curieuses, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons bousculer l'une des idées les plus profondément ancrées dans l'histoire de la littérature mondiale. Une de ces vérités que tout le monde tient pour acquise, mais qui dissimule un secret fascinant, capable de redessiner entièrement la carte de la créativité humaine. Préparez-vous à une révélation qui vous fera réfléchir. Si je vous posais la question « Quel est le premier roman moderne de l'histoire ?», la plupart d'entre vous, sans doute, répondraient par une œuvre monumentale, un pilier de notre culture occidentale. Vous penseriez sans doute à ce fameux chevalier de la Mancha, ce hidalgo qui se battait contre des moulins à vent, les prenant pour des géants. Une réponse tout à fait logique et largement admise. Et si je vous disais que cette réponse, aussi populaire soit-elle, est fausse, de plus de 600 ans? Et si le véritable premier roman, doté d'une complexité psychologique que l'Occident mettrait des siècles à égaler, n'était pas né en Espagne, mais au Japon, au lointain XIe siècle? C'est le secret que renferme le Dite du Genji, le Genji Monogatari. Avant de plonger plus avant, je voulais vous glisser un mot sur les images que vous allez voir. Pour illustrer ce récit, j'ai eu recours à des outils d'intelligence artificielle. Considérez-les donc comme une toile, une manière d'évoquer les idées et l'atmosphère de ce que je vais vous raconter. Ce ne sont pas toujours des représentations exactes ou littérales, mais plutôt un support visuel pour laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour saisir toute l'ampleur de cette histoire, nous devons remonter le temps. Non pas jusqu'à la Renaissance européenne, mais bien plus loin encore, à la cour impériale de Heian-kyo, l'actuel Kyoto, aux alentours de l'an 1008. Tandis qu'en Europe, on érigeait des châteaux de pierre et que les moines recopièrent des textes religieux en latin, au Japon, une culture d'une sophistication presque inimaginable s'épanouissait. La vie à la cour de Heian était un art en soi, une chorégraphie délicate. Tout était régi par une esthétique exquise, de la calligraphie à la poésie, en passant par l'art d'assembler les encens ou de superposer les couleurs des multiples couches de soie d'un kimono. La communication n'était jamais directe, elle passait par des poèmes subtils, des allusions voilées. C'était un monde de finesse, d'apparence et d'émotions dissimulées. C'est dans cette atmosphère d'une sensibilité culturelle extrême qu'une dame de la cour, une femme que nous connaissons sous son pseudonyme Murasaki Shikibu, se mit à écrire une histoire. Ce n'était pas une épopée de héros et de dieux, ni la biographie d'un saint. C'était quelque chose d'absolument inédit, le récit de la vie amoureuse et des tourments d'un prince fictif, le flamboyant Genji. Le résultat fut le Dite du Genji, ou Genji Monogatari. Une œuvre colossale de 54 chapitres et plus de 1000 pages, peuplée de centaines de personnages. Mais ce n'est pas son ampleur qui en fait le premier roman. Ce qui l'a défini comme tel, c'est son approche révolutionnaire, centrée sur la vie intérieure de ses protagonistes. Réfléchissons un instant. Qu'est-ce qui définit un roman moderne? Ce n'est pas seulement une intrigue, c'est le développement d'un personnage central au fil du temps. C'est l'exploration de ses pensées, de ses contradictions, de ses joies et par-dessus tout de ses tourments. C'est cette psychologie profonde qui le distingue et le Genji possédait déjà tout cela. Le prince Genji n'est pas un héros archétypal. C'est un homme complexe, charismatique et doué, mais il est aussi profondément mélancolique, impulsif et souvent cruel dans ses relations. Murasaki Shikibu ne le juge pas. Elle nous immerge simplement dans son esprit, nous révélant ses motivations, ses remords et sa quête inlassable d'un amour idéalisé. C'était là quelque chose de radicalement nouveau pour la littérature mondiale. Tandis que les sagas nordiques célébraient les exploits guerriers et que la poésie épique européenne s'attardait sur les actes héroïques, Murasaki, elle, se penchait sur les nuances du cœur humain. Une expression de désir, une lettre sans réponse l'intéressait bien davantage qu'une bataille rangée. L'œuvre est profondément imprégnée d'un concept esthétique et philosophique japonais fondamental, le mono-no-aware. Cette expression, difficilement traduisible, désigne une douce mélancolie, une tristesse empreinte de beauté face à l'éphémérité des choses. C'est la prise de conscience que tout, aussi magnifique soit-il, est voué à disparaître. C'est le sentiment de l'automne, de la fragilité de toute existence. Ce mono-no-aware imprègne l'intégralité du roman. Nous le percevons dans la beauté fugace des saisons, qui scandent le passage du temps et de la vie de Genji. Nous le ressentons dans les amours évanouis, dans la nostalgie du passé et dans l'acceptation sereine de l'impermanence. C'est une vision du monde d'une maturité et d'une poésie incroyable. Le roman explore des émotions d'une complexité incroyable. Prenez les jalousies, par exemple. Elles ne sont pas dépeintes comme un simple vice, mais comme une force destructrice et douloureuse qui consume les personnages féminins, prisonnières d'un système polygame. Murasaki analyse la psychologie féminine avec une empathie et une perspicacité stupéfiantes pour son époque. Elle décrit comment l'amour, le ressentiment et l'anxiété coexistent au plus profond d'une même personne. Elle nous révèle comment les esprits vengeurs, selon les croyances de l'époque,
étaient en réalité des manifestations de la psyché réprimée des femmes jalouses. C'est en substance une forme précoce de psychanalyse littéraire. À présent, comparons cela à la littérature européenne du XIe siècle. Nous y trouvons la chanson de Roland, une épopée glorifiant l'honneur, la loyauté et le combat. Ces personnages sont soit vaillants, soit traîtres, bons ou mauvais. Ce sont des archétypes, des figures emblématiques, et non des individus dotés d'une vie intérieure, riche et contradictoire, comme les personnages du Genji. Ce n'est pas une critique, mais un simple constat de la différence d'approche. La culture occidentale de l'époque était résolument tournée vers l'action extérieure et la relation de l'homme à Dieu. La culture de la cour de Heian, elle, était en revanche fascinée par la sensibilité intérieure et les subtilités des relations humaines. Deux mondes, deux manières d'appréhender la littérature. Le dit du Genji introduit des techniques narratives qui ne feront leur apparition en Occident que bien plus tard. Il déploie un narrateur omniscient qui s'adresse souvent directement au lecteur, commente les actions des personnages et va même jusqu'à s'excuser de ne pas connaître certains détails. Cela instaure une relation intime et étonnamment moderne avec celui qui découvre le récit. De plus, sa structure est à la fois épisodique et d'une grande cohérence. Elle suit Genji depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort mystérieuse et se prolonge même avec les vies de ses descendants dans les derniers chapitres. Ce sens de la continuité et du passage du temps à travers les générations constitue une autre caractéristique fondamentale du roman en tant que genre. Un aspect fascinant réside dans l'auteure elle-même. Murasaki Shikibu n'était ni moine ni érudit masculin comme la plupart des écrivains de son temps. C'était une femme, une dame de compagnie de l'impératrice. Sa perspective féminine imprègne l'œuvre, lui conférant une sensibilité unique face aux vies et aux contraintes des femmes de la cour. Elle écrivait en hiragana, le syllabaire japonais alors considéré comme l'écriture des femmes, car les kanji, les caractères chinois, étaient réservés aux documents officiels et aux textes sérieux rédigés par les hommes. Ironiquement, cette écriture jugée mineure devint le véhicule de la plus grande œuvre littéraire de son époque. Alors, pourquoi le dit du Genji n'est-il pas universellement reconnu comme le premier roman? Pendant des siècles, il est resté confiné au Japon. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'il fut intégralement traduit en anglais, ouvrant ainsi les yeux de l'Occident sur ce joyau littéraire qui avait sommeillé dans l'ombre durant près d'un millénaire. La tradition littéraire occidentale, elle, s'est développée de manière autonome, évoluant de l'épopée et du roman courtois pour aboutir bien plus tard au roman psychologique avec des auteurs tels que Madame de La Fayette au XVIIe siècle ou Richardson et Rousseau au XVIIIe. Ils sont parvenus aux mêmes conclusions, mais avec un décalage de plusieurs siècles. Pensons au roman La Princesse de Clèves de 1678, souvent cité comme le premier roman psychologique européen. C'est une œuvre maîtresse qui dissèque le conflit intérieur d'une femme déchirée entre son devoir et sa passion. Brilliant. Mais Murasaki Shikibu avait exploré ces mêmes tourments 670 ans plus tôt. Le dit du Genji n'est pas qu'une simple curiosité historique. C'est une œuvre d'art vivante et vibrante. Son influence sur la culture japonaise est incalculable, comparable à celle de Shakespeare pour le monde anglophone. Il a inspiré d'innombrables peintures, pièces de théâtre, films et même des mangas et des animes. Il demeure un pilier culturel. Lire le dit du Genji aujourd'hui est une expérience à la fois étrange et merveilleuse. Il nous transporte dans un monde totalement étranger, aux mœurs et aux valeurs très différentes des nôtres. Pourtant, les émotions qu'il dépeint, l'amour, la perte, l'ambition, la jalousie, la mélancolie, sont universelles et intemporelles. Nous nous connectons à Genji par-delà 1000 ans d'histoire. Ce roman nous enseigne que l'introspection, cet intérêt profond pour la complexité de l'esprit humain, n'est ni une invention moderne, ni une exclusivité occidentale. C'est une pulsion fondamentale de la créativité humaine qui a trouvé sa première grande expression sous la plume d'une dame de la cour japonaise, aux aurores du deuxième millénaire. Cela nous oblige à réajuster notre chronologie littéraire. Le point de départ n'est pas Cervantes en 605. La véritable origine, le moment où la fiction s'est tournée vers l'introspection pour explorer l'âme humaine, s'est déroulé à Kyoto, aux alentours de l'an 1008. C'est un changement de perspective qui confère au Japon la place qu'il mérite pleinement dans l'histoire du roman. Le personnage principal, Genji, est surnommé le prince radieux en raison de sa beauté et de ses talents presque surhumains. Mais le génie de Murasaki réside dans sa capacité à révéler les fissures de cette façade parfaite. À travers les actions de Genji, souvent moralement ambiguës, nous explorons des thèmes universels, le pouvoir, le désir et les conséquences de nos choix. La nature joue un rôle crucial dans le roman, non pas seulement comme toile de fond, mais comme un reflet direct des états d'âme des personnages. Une tempête peut annoncer une crise émotionnelle, la pleine lune symboliser un moment de clarté ou de nostalgie, et les fleurs de cerisier, bien sûr, incarnent la beauté de l'éphémère. Un autre élément profondément moderne est l'ambiguïté.
Le roman n'offre pas de jugements moraux simplistes. Les personnages ne sont pas simplement bons ou mauvais. Ce sont des êtres humains enchevêtrés dans une complexe toile d'obligations sociales, de passions personnelles et de destins incertains. Murasaki nous invite à comprendre plutôt qu'à juger. L'influence de la poésie est palpable à chaque page. La prose est lyrique et évocatrice. Souvent, les personnages communiquent en échangeant des waka, ces courts poèmes de 31 syllabes. Un waka bien composé pouvait gagner les faveurs d'un amant ou révéler la sensibilité et l'éducation d'une personne. La poésie était véritablement le langage du cœur. Le roman est aussi un document sociologique inestimable. À travers ces pages, nous obtenons une vision d'une richesse incroyable de la vie de l'aristocratie de Heian. Il dépeint leurs rituels, leurs croyances, leurs tenues, leur architecture et leur divertissement. C'est une fenêtre ouverte sur un monde perdu, conservé à jamais dans la fiction. Attardons-nous sur les personnages féminins. De la jalouse dame Rokujo, dont l'esprit tourmente ses rivales, à la jeune Murasaki que Genji enlève et élève pour en faire son épouse idéale, chaque femme incarne une facette distincte de l'expérience féminine de l'époque. Ce sont des figures tragiques, complexes et inoubliables. L'érotisme dans le Genji est subtil et d'une grande finesse. Rarement quelque chose est décrit explicitement. La romance se construit par l'allusion. Une manche de kimono qui dépasse d'un rideau, le parfum d'encens dans une lettre, un poème échangé dans l'obscurité. C'est un véritable jeu de séduction intellectuelle et esthétique. Malgré son ancienneté, la structure narrative est d'une complexité surprenante. On y trouve des histoires imbriquées, des personnages qui disparaissent pour réapparaître des années plus tard, et une évolution à long terme qui révèle comment les décisions de jeunesse portent leurs conséquences à l'âge mûr. C'est une véritable saga familiale. Le roman explore l'idée du karma ou du destin. Genji, malgré son statut élevé, souffre énormément. Son exil, la perte de ses bien-aimés et sa propre mélancolie peuvent être perçus comme les conséquences de ses transgressions, en particulier sa relation interdite avec la concubine de son père, l'empereur. La dernière partie du roman après la mort de Genji est désignée sous le nom de chapitre d'Uji. Le ton y devient encore plus sombre et mélancolique, se focalisant sur ses descendants, Kaoru et Niu, qui se disputent l'amour de la même femme. Cela illustre comment l'héritage de Genji est à la fois une bénédiction et une malédiction. La fin du livre est abrupte et énigmatique, ce qui a amené de nombreux érudits à débattre. Est-elle incomplète ou Murasaki l'a-t-elle délibérément conçue ainsi? Cette fin ouverte, qui laisse le lecteur en suspens, est une autre technique étonnamment moderne qui nous évoque bien des œuvres de fiction contemporaine. L'identité même de Murasaki Shikibu demeure enveloppée de mystère. Nous savons qu'elle était veuve et qu'elle appartenait à une branche cadette du puissant clan Fujiwara. Son véritable nom nous est inconnu. Murasaki Shikibu est un surnom, combinant le nom d'un personnage de son roman et le titre de son père au ministère des rites, Shikibusho. On estime qu'elle a commencé à écrire ce récit pour divertir la cour, peut-être même l'impératrice Shoshi. Les histoires étaient diffusées chapitre par chapitre, un peu comme une série télévisée de l'époque. Les gens attendaient avec impatience la suite pour connaître le destin du prince Genji. Le fait qu'une œuvre d'une telle ampleur et d'une telle profondeur psychologique ait été écrite par une femme dans une société patriarcale du XIe siècle est en soi un exploit extraordinaire. Cela remet en question nos idées reçues sur le rôle des femmes dans l'histoire et leur contribution à la culture mondiale. Voyons un peu, le concept d'individu tel que nous le concevons aujourd'hui, avec sa vie intérieure unique et précieuse, est une idée qui, en Occident, s'est lentement développée à travers la Renaissance et les Lumières. Le dit du Genji semble avoir sauté toutes ces étapes, nous présentant des personnages pleinement aboutis des siècles avant leur temps. Le roman ne se focalise pas sur de grands événements historiques. Les guerres et les conflits politiques n'y sont qu'un lointain arrière-plan. Le véritable drame se joue dans le cœur des personnages, dans les appartements privés du palais, dans l'intimité d'un poème ou le silence d'une nuit d'insomnie. C'est une histoire profondément personnelle. L'esthétique visuelle de la cour de Heian, baptisée Miyabi, signifiant élégance ou raffinement courtois, est essentielle pour saisir l'œuvre. La beauté n'était pas seulement une chose à apprécier, c'était un devoir moral et un mode de communication. La laideur ou le manque de goût était perçu comme un échec personnel cuisant. Cette obsession de la beauté transparaît dans la prose de Murasaki. Ses descriptions des parures, des jardins, de la calligraphie et des rituels sont d'une richesse incroyable et d'une poésie rare. Elle parvient à faire voir la beauté au lecteur, telle que la percevaient ses personnages, nous immergeant entièrement dans leur univers sensoriel. On pourrait même dire que le véritable protagoniste du roman n'est pas Genji, mais le temps lui-même. L'œuvre est une méditation profonde sur son passage inéluctable, comment il transforme les êtres, comment les souvenirs façonnent le présent et comment la mort
et la perte sont des composantes indissociables de l'existence. C'est une véritable élégie à la vie. Lorsque le célèbre écrivain argentin Jorge Luis Borges découvrit le dit du Genji, il fut ébloui. Il le décrivit comme une œuvre qui ne semblait pas avoir été écrite par un seul individu, mais plutôt par une culture entière à travers les siècles. Telle était la profondeur et la sagesse qui lit cela. La traduction d'Arthur Waley dans les années 20 et 30, bien que très libre et stylisée, fut celle qui fit découvrir l'œuvre en Occident. Virginia Woolf, l'une des grandes figures modernistes, lut cette traduction et fut fascinée par sa sophistication psychologique, reconnaissant en Murasaki une sœur d'esprit, par-delà les siècles. Alors, pour en revenir à notre question de départ, pourquoi l'idée que Don Quichotte est le premier roman persiste-t-elle avec tant de force? Cela tient probablement à un eurocentrisme historique. Nos récits culturels ont eu tendance à se focaliser sur les développements de l'Europe et des Amériques, reléguant souvent dans l'ombre les réalisations d'autres civilisations. Reconnaître le dit du Genji n'enlève absolument rien au génie de Cervantes. Don Quichotte demeure une œuvre fondatrice pour d'autres raisons, comme son usage virtuose de la parodie, du métalangage et son exploration magistrale de la folie et de la réalité. Ces deux ouvrages sont des piliers de la littérature, mais l'un d'eux a été érigé 600 ans plus tôt. L'histoire du dit du Genji nous invite à plus d'humilité et de curiosité envers l'histoire mondiale. Elle nous rappelle que le génie n'est l'apanage d'aucune culture, d'aucun continent ou d'aucun genre. Il fleurit partout et parfois les plus grandes révolutions artistiques surgissent là où on les attend le moins. La prochaine fois que quelqu'un évoquera l'histoire du roman, vous aurez désormais un secret à partager. L'histoire d'une dame de la cour japonaise qui, armée d'un pinceau, d'encre et de papier, s'est aventurée dans le labyrinthe de la psyché humaine et a dressé une carte que, 1000 ans plus tard, nous continuons d'explorer. Le roman est un miroir de la vie, et Murasaki Shikibu fut la première à forger un miroir si vaste, si limpide et si profond qu'il reflétait non seulement les actions des hommes et des femmes, mais aussi le murmure de leurs âmes. Un accomplissement qui transcende le temps et nous relie à notre propre humanité. Par ailleurs, l'usage des silences et de l'inexprimé est tout à fait remarquable. Une grande partie de la communication et de la tension émotionnelle émane de ce que les personnages n'osent pas formuler. Murasaki était passé maître dans l'art de décrire le poids d'une pose, l'éloquence d'un regard ou le sens caché derrière un poème en apparence simple. La conception de l'amour dans le roman diffère grandement de celle de l'amour courtois européen. Ce n'est pas un amour idéalisé et platonicien. C'est un amour charnel, pétri de désirs, d'obsessions, de douleurs et, bien souvent, de conséquences désastreuses. C'est un portrait de l'amour infiniment plus réaliste et psychologiquement complexe. La religion et la spiritualité, principalement le bouddhisme, constituent également un thème central. L'idée de la transitoire de la vie et la quête de l'éveil sont omniprésentes. De nombreux personnages, y compris Genji dans sa vieillesse, se retirent de la vie mondaine pour rechercher la paix spirituelle, méditant sur leurs existences passées. L'œuvre est si vaste et si détaillée que certains érudits l'ont qualifiée de anti-roman. Autrement dit, elle ne suit pas une structure narrative conventionnelle avec un climax et une résolution claire. À l'image de la vie elle-même, c'est une succession de moments, de petites joies et de grandes tristesses, sans finalité évidente. La description de la musique est un autre aspect sublime. Le son de la flûte, du koto ou du biwa est souvent le vecteur des émotions les plus profondes, celles qui ne peuvent être couchées sur le papier. La dextérité musicale d'un personnage était un indicateur direct de sa sensibilité et de son tempérament. Même l'architecture des palais de Heian participa à la narration. Les résidences n'avaient pas de murs fixes, mais des paravents et des stores en bambou. Cette disposition favorisait l'espionnage, les rendez-vous discrets, et créait un sentiment de fragilité de l'intimité, une perméabilité qui nourrissait une tension constante. La couleur est presque un personnage à part entière dans le roman. Murasaki décrit avec précision les combinaisons chromatiques des parures qui variaient selon la saison, le rang et l'occasion. Une erreur dans l'harmonie des couleurs pouvait engendrer une véritable catastrophe sociale. La couleur était un langage en soi. Il est important de souligner que cette société n'était pas une société de guerriers. La cour de Heian était un véritable oasis de paix et de culture. L'idéal masculin n'était pas le guerrier vaillant, mais le courtisan raffiné, le poète, le calligraphe, le musicien. Un homme était admiré pour son sens de l'esthétique et non pour sa force physique. Cette prédominance de la culture et de la sensibilité sur la force brute est ce qui a permis à une œuvre comme le dit du Genji d'être créée et appréciée. L'environnement était propice à ce que la psychologie et l'émotion deviennent, pour la première fois dans l'histoire, le cœur de l'art narratif. Le roman contient également des éléments surnaturels, tels que des possessions spirituelles et des fantômes. Cependant, comme nous l'avons souligné, ces éléments peuvent souvent être interprétés comme des manifestations psychologiques de la culpabilité, du désir ou de jalousie refoulée. C'est un usage d'une grande sophistication du fantastique. L'héritage du dit du Genji
nous révèle également l'importance capitale de la traduction et de l'échange culturel. Sans le travail acharné de générations de traducteurs, ce chef-d'œuvre serait resté un secret bien gardé du Japon. C'est un rappel puissant qu'il existe d'innombrables trésors littéraires attendant d'être découverts par un public mondial. L'impact sur l'esthétique japonaise est si profond qu'il existe un terme, Genji-e, désignant les peintures illustrant des scènes du roman. Ces œuvres, souvent présentées sur des rouleaux horizontaux ou des paravents, comptent parmi les plus importantes de l'art japonais et ont contribué à ancrer durablement le récit dans la conscience nationale. Au fond, ce qui rend le dit du Genji si révolutionnaire, c'est son humanité. Les personnages, bien que vivant dans un monde de soi et de poésie, il y a 1000 ans de cela, commettent des erreurs, aiment éperdument, ressentent de l'envie et cherchent un sens à leur existence. Ils sont au fond comme nous. Le roman ne narre pas simplement la vie d'un prince. Il dépeint la condition humaine avec une honnêteté et une profondeur qui demeurent saisissantes. C'est une conversation sur l'amour et la perte que Murasaki Shikibu a initiée il y a 1000 ans et qui n'a pas encore trouvé son terme. Une conversation à laquelle nous pouvons tous prendre part aujourd'hui. Alors, la révélation choc est la suivante. Le roman psychologique, ce genre que nous associons aux grands maîtres européens et russes des XVIIIe et XIXe siècles, a en réalité été inventé par une femme japonaise au XIe siècle. Elle a posé les fondations sur lesquelles, sans le savoir, tous les autres romanciers allaient bâtir leurs œuvres. C'est une idée qui réordonne toute notre bibliothèque mentale, qui nous force à poser un nouveau regard sur la carte de la littérature mondiale et à admettre que les histoires les plus puissantes peuvent surgir des lieux les plus inattendus. Le centre de l'univers littéraire, pendant un temps, ne se trouvait pas en Europe, mais bien à la cour impériale du Japon. Le dit du Genji démontre que la curiosité pour la vie intérieure n'est pas une invention récente. Elle est une composante intrinsèque de notre humanité. Murasaki Shikibu n'a pas eu besoin des travaux de Freud pour comprendre la jalousie, ni des théories existentialistes pour saisir la mélancolie de l'existence. Elle a simplement observé le cœur humain avec une perspicacité inouïe. L'existence de cette œuvre est un argument puissant contre l'idée d'un progrès linéaire en art. La littérature n'a pas progressé ou évolué de manière continue avec le temps. Nous observons plutôt des sommets de génialité surgir dans différentes cultures à différentes époques. Et le Japon du XIe siècle fut, sans conteste, l'un des plus hauts sommets de l'histoire. Cette découverte ne déprécie aucune autre œuvre. Au contraire, elle enrichit notre compréhension de la littérature en tant que phénomène global. Elle nous permet de créer des connexions inattendues et d'apprécier l'incroyable diversité de l'expression humaine à travers l'histoire. L'arbre de la littérature étend ses racines partout dans le monde. La prochaine fois que vous lirez un roman qui vous touche par sa profondeur psychologique, qui vous donne l'impression d'être véritablement plongé dans l'esprit d'un personnage, ayez une pensée pour Murasaki Shikibu. Pensez à cette dame de la cour qui fut la pionnière de cet art, 1000 ans plus tôt, dans un monde d'une beauté et d'une complexité éblouissante. Elle nous a laissé un cadeau précieux. Non pas seulement une histoire, mais une nouvelle manière de raconter des histoires. Une approche qui valorise l'introspection, l'émotion et la beauté des moments fugaces. Un héritage qui prouve que les idées les plus puissantes ne connaissent pas de date de péremption et qu'une voix peut résonner par-delà les siècles. Le dit du Genji est la preuve qu'il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil et que les préoccupations qui nous empêchent de dormir aujourd'hui, les mêmes joies qui nous font vibrer, ont déjà été explorées avec une maîtrise inégalée par une femme brillante au Japon il y a un millénaire. C'est tout simplement prodigieux. Le voyage à travers le dit du Genji est long, mais c'est une plongée fascinante dans une sensibilité radicalement différente, capable de nous apprendre à voir le monde, sa beauté et sa tristesse sous un jour nouveau. C'est bien plus qu'un livre, c'est une éducation pour l'âme qui a attendu 1000 ans pour être enfin accessible à tous. Ainsi, la conclusion est à la fois claire et inéluctable. Le premier grand roman de l'humanité, le point zéro de la fiction psychologique, n'est pas un récit de chevalerie espagnole, mais une chronique délicate et monumentale de la vie et des amours d'un prince japonais né de la plume d'une femme de génie. J'espère que ce voyage au cœur de la littérature japonaise vous aura autant fasciné que moi. Parfois, les histoires les plus incroyables ne sont pas celles de fiction, mais celles qui se cachent derrière les livres que nous tenons pour acquis. Un univers entier reste à découvrir sur les étagères du monde entier. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné dans cette exploration littéraire. Pour votre temps, votre curiosité et votre esprit ouvert, c'est en découvrant ensemble ces secrets de l'histoire que notre communauté devient si spéciale. Votre soutien est le moteur qui propulse chacun de ces voyages intellectuels. Si vous avez apprécié cette révélation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Et maintenant, j'adorerais avoir votre avis. Connaissiez-vous le dit du Genji? Quels autres mythes littéraires
Souhaiteriez-vous que nous passions au crible? Laissez toutes vos idées dans les commentaires.